Monsieur le député, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Maggi pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez la parole, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui vise à trouver une solution globale et efficace aux difficultés sociales rencontrées par les gens du voyage en raison de leur statut, des conditions de leur accueil et des règles applicables à l'habitat. La loi du 6 juillet 1912 encadrant l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades avait mis en place les carnets anthropométriques d'identité. Ces carnets, sortes de passeports intérieurs pour les personnes nomades en France, permettent de justifier d'une mode de vie itinérante et consignent des éléments comme la taille, la hauteur du buste, la longueur, la largeur de la tête, des oreilles, des pieds ou des mains. Ce document a été inspiré des méthodes utilisées par Alphonse Bertillon dans les années 1880 pour le fichage des criminels. Toutes les personnes qualifiées de nomades, sans domicile ou résidence fixe et gens du voyage ont l'obligation de détenir un titre de circulation qui atteste de l'exercice d'une activité ambulante, d'un mode de vie itinérant, mais également permettent souvent de justifier d'une identité. Toutefois, ce document ne peut remplacer la carte nationale d'identité. Ensuite, la loi du 3 janvier 1969 a prévu pour les gens du voyage l'attribution de livrets au carnet de circulation régissant le statut actuel applicable aux gens du voyage. Enfin, diverses lois ont prévu les dispositions applicables aux gens du voyage en ce qui concerne le droit au logement, ainsi la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ont encadré les obligations pesant sur les communes dans le cadre de l'accueil des gens du voyage. Or, la décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2012 concluant à la conformité à la Constitution du principe des titres de circulation attribués aux gens du voyage, sous réserve de 3 dispositions jugées discriminatoires, confirme l'existence de ces documents spécifiques pour une catégorie de la population. Le Conseil constitutionnel a refusé de juger contraire à la Constitution le principe de l'existence des titres de circulation pour les gens du voyage, celui-ci permettant l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile et n'introduisant aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. En France, la notion de gens du voyage, roms ou tziganes, sont utilisées indistinctement alors qu'ils recouvrent des réalités différentes. Le statut de gens du voyage a été créé par l'administration en 1969 et la loi modifiée en juillet 2000, il qualifie les populations qui résident habituellement en abri mobile, terrestre, caravane, mobil-home. Elles ont la nationalité française et sont en possession d'un titre de circulation. Cette difficulté d'appréhension des notions est renforcée par le fait que d'autres pays européens utilisent le terme Rom pour désigner l'ensemble des populations tziganes. Seules la France et la Belgique recourent à l'utilisation de la notion de gens du voyage. La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit que la lutte contre toutes les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égalité, l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Ainsi, nous ne pouvons que nous féliciter des dispositions contenues dans la proposition de loi et visant à l'amélioration du statut personnel des gens du voyage. Cette catégorie administrative très contraignante est totalement excessive et discriminante par rapport aux règles applicables aux autres citoyens français sédentaires. Et il apparaît urgent et nécessaire de mettre en cause ces contraintes. De même, nous sommes satisfaits des dispositions relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales et le passage à 6 mois de rattachement pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. Le délai de 3 ans de rattachement à la commune d'accueil paraît en effet trop long et totalement disproportionné par rapport aux conditions applicables aux autres électeurs français, à savoir un minimum de résidence de 3 mois dans la commune. Toutefois, nous sommes inquiets quant aux obligations imposées aux communes en matière d'aires de stationnement des gens du voyage. En effet, si le débat relatif à
loi nouvelle organisation territoriale de la République vise déjà à donner compétence obligatoire aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération en matière d'aménagement des aires d'accueil des gens du voyage. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui renforce encore les obligations des communes. Ainsi vise-t-elle au renforcement des moyens de mise en place des aires d'accueil des gens du voyage en conformité avec le schéma départemental d'accueil et d'habitat du gens du voyage. Nous nous félicitons de l'amendement que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, d'établir un lien entre le schéma départemental et le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cela va dans le sens d'une plus grande cohérence de politique locale. En outre, les pouvoirs du préfet sont renforcés pour permettre l'évacuation forcée des résidences mobiles stationnant illégalement en cas d'existence de places disponibles dans des aires d'accueil à proximité. Cependant, nous estimons que les règles imposées aux communes et aux intercommunalités en matière d'accueil des gens du voyage sont trop contraignantes financièrement, tant en matière de fonctionnement que de gestion, quand les services de l'État de surcroît ne font pas obstacle à la volonté des communes de se conformer à leurs obligations. Les communes doivent mettre en place des zones réservées à l'accueil de ces populations, payer les dommages causés par un usage particulier des infrastructures mises à disposition, mais aussi payer les fluides de ces zones, les frais de construction et de gestion des aires de stationnement, grèvent les finances publiques locales des communes, alors même qu'elles se trouvent dans des situations budgétaires contraintes. Si l'on considère, comme le fait la Cour des comptes, que l'État se désengage de ses responsabilités en transférant ses obligations de construction et de gestion des aires d'accueil aux collectivités territoriales, sans pour autant leur donner les fonds nécessaires pour prendre en charge cette responsabilité, il est légitime de la part de ces collectivités de demander au gouvernement que les terrains correspondant aux aires d'accueil soient intégrés au titre des logements sociaux en vertu de la loi SRU. C'est parce que la mise en œuvre de la législation issue de la loi Besson n'est pas satisfaisante que la proposition de loi qui nous est proposée par notre collègue Dominique Raimbourg est utile. Je dirais même qu'elle est courageuse. Vous avez essayé honnêtement, mon cher collègue, d'aboutir à un texte équilibré en attribuant des droits supplémentaires aux élus locaux en cas d'occupation illégale sur des terrains. Pour autant, certaines dispositions adoptées en commission nous paraissent inopportunes. Je pense notamment au mécanisme de substitution à mettre en œuvre en cas de fermeture temporaire d'une aire permanente d'accueil. Cela revient purement et simplement à imposer la création de pratiquement 2 aires permanentes dans chaque commune, ce qui ajoute évidemment une contrainte supplémentaire. Dominique Baudis, alors défenseur des droits, avait expliqué, suite à la décision du Conseil constitutionnel de censurer maintenant aux parlementaires d'agir, la décision des sages du 5 octobre 2012 imposant que le texte soit réécrit. Vous avez, mes chers collègues, pris acte de cette invitation malgré les divergences politiques. Pour autant, si nous ne pensons pas que les dispositions que vous souhaitez mettre en place puissent satisfaire aux besoins de l'ensemble des réclamations et les obligations pesant sur les pouvoirs publics, nous saluons les avancées contenues dans le texte et rendons hommage à votre esprit de mesure et de conciliation, monsieur le rapporteur. Pour toutes ces raisons, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera cette proposition de loi tout en veillant à ce que les discussions parlementaires en améliorent encore les dispositifs, puisqu'il s'agira notamment de respecter les équilibres entre les exigences de ce texte, l'attitude des services de l'État, les possibilités économiques et les contraintes urbanistiques des collectivités locales. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.